C'est le moment maintenant de la thématique, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la solitude du leader. On peut être coach sportif, président de la République, PDG, instituteur ou tout simplement responsable d'institutions et souffrir parfois donc du poids des responsabilités. Comment on fait pour contourner tout cela et comment on s'arme au niveau de la formation d'abord et puis au niveau des conseils de l'entourage? Eh bien, nous allons en parler avec M. Joseph Kassé, expert en ressources humaines sur ce sujet. Mais vous le savez, avant tout sujet, il y a une thématique qui est illustrée. C'est parti. Un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer quant à l'atteinte d'un objectif commun dans une synergie de groupe. Patron, manager, coach, politicien ou toute personne qui occupe une fonction à l'avant-scène a un rôle de guide à assumer. Et le fait d'être au sommet de la pyramide hiérarchique n'épargne pas de la solitude. La solitude du leader. Cette épreuve pesante est l'essence même du leadership. Nous sommes appelés à prendre des décisions, rien que des décisions, pour pouvoir faire avancer considérablement l'entreprise. Et dans ces prises de décision, il nous arrive souvent d'être seuls, effectivement. Quand bien même on a l'habitude de consulter les responsables de nos différents services, d'associer le personnel à la prise de décision, recueillir leurs avis, parce qu'ils sont plus outillés aussi. Et à un moment donné, quand il faut trancher, on se rend compte de toute la responsabilité qui est la nôtre d'être la personne qui, au finish, doit décider. Partager le lead en équipe et finalement être seul à décider malgré l'appui et l'engagement solidaire des autres, c'est le défi quotidien des managers leaders. Monsieur Koulibaly, gérant d'une entreprise de transfert de fonds, y est très souvent confronté. Victime d'un auto-braquage avec complicité interne, il sera seul à décider. Mais avant tout, il écoute ses collaborateurs. On vient, je ne sais pas, finir ça avec le directeur général. Si un problème très délicat, si une situation dont le dernier mot revient au directeur général, étant ses collaborateurs directs, on vient vers lui pour des propositions. Malgré tous les avis possibles, il sera toutefois seul à décider en dernier ressort. Même s'il choisit de décider avec son équipe, c'est tout de même lui et lui tout seul qui prendra la décision finale. Nous avons confiance en tout cas en nos services, mais il faut dire qu'au moment de la prise de décision finale, il faut dire que ce n'est pas du tout facile. Dans le cas des autobraquages, quand nous avons pratiquement des conclusions, généralement, c'est des mises à pied et des licenciements. Le gérant qui prend ce genre de décisions-là, mais vraiment, ce n'est pas du tout facile. On se retrouve seul, en fait. On est obligé souvent de prendre vraiment des décisions impopulaires pour l'avancée de la structure. Le leader n'est pas isolé, mais seul, s'il doit compter avec les autres, peut-il se payer le luxe de compter sur les autres? Et voilà, de retour sur le plateau, nous sommes en compagnie de notre cher expert, M. Joseph Kassé. Bonjour. Bonjour. Akouaba. Merci. Voilà, et de retour. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et bonne année aussi pour 2019. Mais meilleurs vœux également à tous nos téléspectateurs. La voix est revenue. À tous ceux qui nous suivent. Oui, la voix est revenue. Alors, la solitude du leader, on va en parler. Dans l'élément, on a eu plusieurs descriptions du leader. La vôtre, ce serait laquelle? Pour moi, le leader, c'est celui qui influence, celui qui peut amener les autres par son comportement, par son attitude, par son accompagnement, à réaliser leurs propres objectifs, aussi bien individuels que collectifs. Ça, c'est le leader. Et donc, en plusieurs situations d'entreprise, d'organisation ou bien de groupe, nous retrouvons ces personnes qui sont au top niveau, qui sont à la pointe de la conduite de ces structures-là. Et ça, c'est l'idée que vous faites du leader, vous? Oui. Okay. Il y a le leader actif, le leader passif, il y a le leader connu, le leader non connu, le leader officiel, les leaders non officiels. Ça, c'est plusieurs genres de leaders. Il y a plusieurs genres de leaders. Mais aujourd'hui, nous voulons essayer de voir comment ce leader peut être confronté à des situations, parce que ce n'est pas un super homme, ce n'est pas une super machine, il a des réalités. Vous avez défini le leader et la solitude. Oui. Dans le cadre du leader, là, elle s'explique comment? L'élément qui est passé tout à l'heure a bien pointé du doigt le moment de prendre la décision définitive.
c'est un moment où cette personne va peser les conséquences que cette décision va avoir sur son organisation ou bien sur les personnes avec qui elle travaille. Et donc, cette situation dans laquelle elle se retrouve va être une situation psychologique à gérer. Alors, donc, la solitude du leader, elle se caractérise, se matérialise comment au quotidien pour un leader? Alors, la solitude du leader se caractérise lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à une prise de décision importante ou lorsque l'entreprise ou l'organisation se situe à un moment donné où, par exemple, elle paie un client important, où l'entreprise va également avoir des engagements avec ses partenaires extérieurs et au moment où elle doit honorer ses engagements, elle n'est plus capable de les honorer, ou bien nous sommes amenés à nous séparer de certains collaborateurs à cause de certaines situations qui peuvent être dues à un problème de relation de travail ou bien une situation, une conjoncture difficile pour l'entreprise. Et donc, quand le moment arrive de prendre cette décision, le leader qui s'enferme dans sa maison ou dans son bureau, qui au dernier ressort doit porter l'information ou prendre la décision, est dans une situation psychologique et souvent très délicate et difficile à gérer. Est-ce que la solitude du leader est seulement dans la décision? Est-ce qu'il ne s'agit pas de ces petits riens, du quotidien là, qui, assemblés, rendent la tâche encore plus immense? Oui, la solitude du leader, il faut avoir sous deux angles. Il y a l'angle institutionnel et il y a l'angle, si je veux dire, humain. Okay? Du point de vue institutionnel, c'est lui qui représente légalement l'entreprise. C'est lui qui représente devant les partenaires sociaux, devant la justice, devant l'administration, l'entreprise. Et donc, toute décision que l'entreprise prend pèse en premier lieu sur ses épaules. Il a cette responsabilité. Et deuxièmement, sur le plan humain, c'est lui qui est un peu comme le père de famille souvent dans l'entreprise. Donc, il a un contact direct, il a des relations avec ces personnes. Mais plus l'entreprise grandit, du point de vue géographique, du point de vue organisation, il commence à s'éloigner peu à peu des centres opérationnels. Aujourd'hui, ce que vous faites ici, le directeur de la RTI n'est pas forcément au parfum du détail de ce que vous faites sur ce plateau. Il sait qu'il y a une émission qui passe. Donc, il y a cet éloignement humain qui peut être une situation délicate dans la gestion au quotidien. Donc, c'est un peu comme s'il perd une certaine réalité de façon partielle. Alors, excusez-moi, je vous avoue qu'ici, il y a des créneaux qu'on met en place pour que, au nom de la délégation, même le directeur le plus loin possible, il puisse savoir qu'il y a un conducteur, il est au courant, il sait ce qui va se passer exactement. Et ça, c'est un cas, par exemple, où la solitude est atténuée. Non? Oui, par la gestion de l'information ou voilà. Le circuit de l'information dans l'entreprise peut permettre de capter certaines informations. Mais encore une fois, c'est des informations partielles. Elle n'a rien à voir avec la réalité totale du terrain. Et donc, ça, c'est une réalité. Exactement. Le leader, c'est celui-là qui incarne beaucoup d'espérance, d'espoir, mais c'est lui qui a le pouvoir décisionnaire. Oui. Et il s'attache aussi les services de collaborateurs pour être moins seul, en l'occurrence. Pour être moins seul. Il s'attache les services de collaborateurs. Généralement, il va avoir un comité de direction ou bien le comité des managers de l'entreprise. Mais la solitude du leader, il y a des risques que le leader va prendre au quotidien, notamment dans la prise de décision et notamment le fait de perdre la réalité de la vie de l'entreprise et du marché de l'entreprise dans une certaine mesure, comme je l'ai dit, et le fait d'être seul dans la prise de décision. La décision peut être bonne comme mauvaise, la décision peut venir en retard, comme venir trop tôt, ou bien ne pas la prendre, ne pas prendre la décision. Tout ça, c'est les risques que le leader suit. Et puis le fait de ne pas pouvoir motiver ses équipes à cause d'une décision qu'elle sera en train de prendre. Et donc, toutes ces situations, c'est une confusion dans la tête du manager et qui, à un moment donné, peut l'empêcher vraiment d'être à 100%. Il y a beaucoup de bienveillance dedans. Il faut être bienveillant. Oui. Il faut être... et en même temps, il faut manier la carotte et le bâton. Il faut ne pas faire place... En définitive, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Un leader, c'est ça également. Parce qu'après, ça peut se retourner contre soi. Oui, mais ce n'est pas un super homme. Il demeure une personne avec qui, après le service, nous avons des relations. Il a ses failles. Et je pense que nous allons tout à l'heure déployer ce qu'il faut pour pouvoir contrer ou atténuer cette situation que la plupart des managers traversent. Et je sais qu'aujourd'hui, en nous regardant, il y a des personnes qui sont en train de prendre des décisions difficiles. Ils vont se demander
Est-ce que je dois la prendre, je dois la retarder, ou bien quels sont les supports dont je dispose? Alors, pour le leader, comment apprivoiser la solitude ou comment la gérer? OK. Il y a déjà l'organisation du travail. L'organisation du travail, vous en avez parlé, permet de déléguer énormément et de ne pas supporter seul la charge décisionnelle. Même si en dernier ressort, c'est le manager qui va prononcer la décision, c'est sa signature qui sera portée sur le document. Et donc le management participatif aujourd'hui de plus en plus permet au manager de se sentir soutenu par ses collaborateurs directs. Également, ça facilite sa prise de décision. Ça facilite sa prise de décision et il se sent plus confortable dans une décision qui a été prise après avoir consulté, après avoir pesé les pour et les contre. Également, en tant que manager ou leader, nous ne devons pas évoluer dans un environnement isolé parce qu'il faut toujours avoir un référent. Même si je suis le PDG de cette entreprise, il y a ce qu'on appelle le coaching exécutif. Le coaching exécutif permet à ceux qui sont à des niveaux top de management d'avoir des référents également. Parce que chacun de nous a besoin de s'abreuver à une source. Oui. Lui, sa source, c'est quoi? Parce que quand nous avons des problèmes en entreprise, nous allons vers lui. Oui. C'est lui qui règle tous les problèmes. C'est lui qui doit porter la vision de l'entreprise. Mais lui, quand il a des problèmes, qui est son référent? Donc, son référent peut être, par exemple, un père, quelqu'un qui assume les mêmes responsabilités que lui dans un autre domaine. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez la Confédération des entreprises, par exemple. Je ne fais pas de publicité, mais les managers se retrouvent, les créateurs, les propriétaires d'entreprises se retrouvent dans leur domaine. Les pétroliers ont leur domaine. Les gens qui font les ressources humaines comme nous, nous avons nos réseaux. Nous nous retrouvons dans ces instances et nous partageons nos préoccupations. Alors, pour un leader qui, notamment, travaillait en équipe et qui se voit parachuter comme ça au sommet, il se retrouve seul, comment il doit appréhender cette solitude-là et son fonctionnement même? OK. Et déjà, j'étais en train d'élaborer les éléments qu'il faut pour se construire et pour se mettre en équilibre. Il faut faire du réseautage, appartenir à des instances et des réseaux professionnels qui vous permettent de vous construire. Parce que c'est la construction. Dans ces réseaux professionnels, vous allez être exposé à des situations extrêmes que d'autres personnes ont déjà gérées et qui ont pu trouver des mécanismes. Ou bien alors, vous n'avez pas assez d'informations, vous pourrez avoir ces informations dans ces réseaux. Il y a aussi, également les confidents. Chacun de nous a des confidents. OK? Il peut ne pas être un professionnel de ton métier, mais le confident, c'est celui chez qui tu peux déverser en toute humilité, sans avoir honte. Le PDG de la société d'eau ou d'électricité qui va aller pleurer devant peut-être quelqu'un qui est son confident, qui n'a pas forcément le même niveau d'expérience, mais après, quand il a fini de parler, quand ils ont fini d'échanger, il est déchargé. Il y a certaines personnes même qui demandent d'avoir un journal intime, c'est le journal personnel, je ne dirais pas intime, un journal dans lequel vous écrivez les défis auxquels vous êtes confrontés et comment vous êtes en difficulté vis-à-vis de ces défis-là. Et donc, ça permet d'avoir un recul sur soi pour pouvoir entrer dans votre humanité et humilité pour pouvoir trouver des solutions. Donc, on a parlé de réseautage, de référent, de confident. Ça, ce sont certaines clés pour contrer ou atténuer la solitude du leader. Quelles sont les autres? OK. On a parlé de formation et de développement, mais il faut également tenir compte d'une donne qui est un peu plus psychologique et on parlera de pratiques spirituelles et apaisantes. Ça a son sens. Aujourd'hui, vous allez voir des grands patrons qui arrivent dans des communautés religieuses jouent également un rôle important parce qu'il veut se sentir utile à la communauté, et ou dans des associations ou des ONG, il veut se sentir utile. Donc, il a la capacité de déverser cette surcharge d'énergie dans d'autres pans, dans d'autres milieux, et ça permet également de gérer cette pression qu'il a. Et tout ceci pour réduire en tout cas le fossé ou l'espace qu'il y a entre lui et les autres. Parlons des autres. Quel est leur apport ou quel serait leur apport pour pouvoir faciliter la tâche un tant soit peu au leader? Il y a également une confiance abattie entre le leader ou le manager et ses collaborateurs. Et cette confiance, elle est dans tous les sens du terme, en termes de responsabilité à partager, mais également en termes de reconnaissance de cette responsabilité ou délégation qu'on a faite aux collaborateurs. Parce que si vous déléguez et que demain, on vous retrouve en train de faire
ce que vous avez délégué aux collaborateurs, il y a comme si vous avez juste fait dans le document pour montrer que vous avez partagé, mais en réalité, c'est vous qui prenez à 100% le contrôle des opérations. Et ça, je pense que c'est un leurre et ça va se retourner contre le leader tôt ou tard. Et souvent, il y a des entreprises où il faut ouvrir le capital parce que j'ai parlé de difficultés financières où le manager ou le leader doit décider. Si la pression est de ce côté, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le capital. Il faut partager. Et donc, souvent, ça peut être des solutions, mais encore une fois, souvent, on a envie de garder tout pour nous seuls, régler tout par nos propres moyens. Monsieur Kassé, la solitude du leader, est-ce qu'avec l'évolution galopante des moyens techniques et technologiques, est-ce que cette solitude du leader de 1980 est la même que le leader de 2000-2010? Ou bien leader, c'est leader, solitude, c'est solitude? Moi, je pense qu'au travers des temps, et quel que soit l'endroit, les pays développés ou les pays qui sont en train de en voie de développement comme nous, le manager ou le leader est confronté aux mêmes réalités. Parce que dans la prise de décision, croyez-moi, ce n'est pas facile de se débarrasser d'un collaborateur en qui vous avez confiance, avec qui vous avez bâti une entreprise, et le conseil d'administration vous demande de vous séparer de lui. Ce n'est pas facile. Et donc, c'est au quotidien que ça se vit, et je pense que c'est une réalité. On ne peut pas dire qu'il y a une panacée pour résoudre ça définitivement, mais c'est une réalité que nous voulons ouvrir pour comprendre que le leader, le manager, celui qui nous guide dans l'entreprise n'est pas un super-homme. Il a ces moments où il se retrouve seul dans la prise de décision ou dans la gestion des conséquences d'une décision qu'il aura prise. Et ça, les collaborateurs doivent en tenir compte pour le juger, l'accompagner et le soutenir. Vous avez parlé de quel est leur rôle. C'est également d'accompagner et de soutenir ce leader-là. Exactement, on dit que seul on va plus loin, mais à plusieurs on va seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Oui. Alors, tout le monde a son rôle à jouer pour l'évolution, l'avancement d'une entreprise. Le leader, il devrait pouvoir se faire accompagner de personnes compétentes pour l'accompagner dans cette mission-là. Ces missions, justement, elles se déclinent comment? Les missions, c'est de porter la vision de l'organisation. La vision, elle est partagée aux collaborateurs. Elle va se décliner en objectifs et les objectifs vont se décliner en activités et tâches et en responsabilités et également en temps et en coût. Afin de produire des résultats. Voilà, afin de produire des résultats. Donc, quand c'est partagé en entreprise, chacun prend un pan de ses responsabilités et chacun l'assume. Celui qui tient la caméra, celui qui tient le micro, celui qui tient l'entretien de ce local, chacun de nous contribue au nouveau visage que la télévision, par exemple, veut se donner. Donc, ça veut dire que tout est dans la vision. Tout est dans la vision. Une vision bien articulée, bien déclinée, produit une solitude, entre guillemets, moins difficile qu'une autre solitude où la vision n'est pas bien claire, où le leader veut, par exemple, tout faire. Là, ça devient plus compliqué. C'est compliqué. Donc, le partage de la vision est important. Le management participatif est important. La prise de décision en consultant le maximum possible ses collaborateurs parce qu'on a confiance en eux est important. Se reposer sur ses pairs, avoir un réseautage, c'est important. Avoir également un référent qui est quelqu'un qui est comme un mentor pour nous est important. Chacun de nous doit pouvoir avoir un référent. Chacun de nous. Moi, j'ai mon référent. Nous aussi, sachez-le. Alors, dans l'entreprise, il y a la pyramide hiérarchique. Le leader se situe bien en haut et tous les autres collaborateurs juste en bas. On a parlé de la vision, c'est ce que le leader incarne. Les objectifs, c'est pour le chef. Quel est le regard donc, que les autres auront vers le chef et vers le leader, de manière graduelle? Il est graduel, mais en définitive, chacun dans une organisation doit pouvoir se sentir partie intégrante de la vision de l'entreprise, même si elle est incarnée par le manager ou le leader. Et de telle sorte que je sais que l'acte que je pose contribue à la réalisation de la vision. Okay? Donc, si on pense que la RTI, Nouveau Visage, veut une télévision qui est appréciée des Ivoiriens et qui répond à ses besoins, déjà, au niveau de la préparation des émissions, au niveau de la réponse que les journalistes vont apporter aux préoccupations du public, ils vont en tenir compte et chacun de nous va contribuer à cet objectif-là. Qu'est-ce que vous pensez de plus en plus de directeurs, par exemple, qui ont des shadow cabinets?
Je veux dire parler par exemple des cabinets de l'ombre. C'est important, mais à quelle proportion il ne faut pas dépasser pour que ça puisse nuire à ses propres collaborateurs? C'est important d'avoir une instance que nous consultons de façon informelle, mais elle ne doit pas prévaloir sur les collaborateurs à qui on a confié de vraies responsabilités. Comment, concrètement Bon, comment on fait le distinguo au quotidien? Le shadow cabinet d'un manager peut être son épouse. Est-ce que vous le savez? D'accord. Oui, ça peut être son épouse. Ben oui, quand il rentre le soir à la maison, il lui partage les préoccupations de la décision importante qu'il a à prendre demain. Et son épouse va lui dire, écoute, moi je ne suis pas un expert en ressources humaines, mais voilà ce que je sens. Et je vais vous dire que souvent, ce sont des conseils très avisés. Surtout quand la nuit porte conseil, on sait de quoi il on sait s'agit. où on le prend. Donc le shadow cabinet n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est de voir l'interférence et l'influence que ce shadow cabinet a sur la gestion du... Monsieur Kassé, vous parlez là de... Vous parlez là de la femme qui n'est pas du secteur du mari, ou bien du mari qui n'est pas du secteur de la femme qui est conçu un shadow cabinet. Et quand, par exemple, il y a des shadow cabinets où c'est la réplique de ce qu'on a au quotidien, qu'on a en cachet, en version cachée. Et ces personnes, à un moment, on les écoute plus même que ses propres collaborateurs. Tôt ou tard, ça va devenir un problème de gestion. Ça va devenir un problème de management, ça va se savoir. Et ça ne peut pas se cacher parce qu'on va se rendre compte que les décisions ne sont pas celles qui ont été conclues entre le manager et ses collaborateurs, mais les décisions sont venues d'ailleurs. Et justement, pour rester dans le cadre de son entreprise avec ses collaborateurs, comment le leader arrive à faire épouser sa vision? Le leader n'a pas à forcer la main. C'est pourquoi il y a beaucoup de... Un vrai leader, c'est naturel. Voilà, il y a beaucoup de choses naturelles, mais il y a des accros dans les entreprises aussi, pour la mauvaise compréhension de la vision. Mais ça se gère, ça se gère. Et comment donc? Ça doit se gérer dans la communication, dans la concertation, le plaidoyer et le dialogue. De façon transversale, de façon verticale. Voilà, et il faut prendre le temps pour prendre les décisions. OK, tant qu'une décision n'est pas encore bien comprise, il faut prendre le temps de la faire accepter ou de la faire comprendre avant de la rendre opérationnelle. Sinon, vous ne pourrez pas l'appliquer. Monsieur, vous devez conseiller, par exemple, je prends des différents métiers, un coach sportif, un entraîneur de football, un président de la République, un PDG, un instituteur, par exemple, un chef du village. Est-ce que la solitude de ces différents leaders que nous venons de citer là est une solitude uniforme ou bien il y a des solitudes multiples et multiformes? Bon, la solitude, moi je veux parler de l'état d'esprit psychologique dans lequel ces personnes se trouvent quand elles sont confrontées aux situations que nous avons énumérées, les situations de prise de décision, les situations conjoncturelles que leur structure traverse. Un chef de village peut être confronté à des décisions importantes. Par exemple, on demande de déplacer ce village d'ici à un autre lieu parce que le barrage va passer là. C'est une décision importante. Ils ont leurs parents qui sont enterrés là. Le chef de village doit décider. Au dernier ressort, c'est lui qui doit dire oui, on quitte ce lieu pour aller dans un autre lieu. Ce n'est pas aussi facile. Donc je pense que, quel que soit le niveau de responsabilité auquel nous nous situons, nous passons par ce moment-là. Monsieur Kassé, la différence avec entre le chef du village et l'entraîneur de foot, le directeur, il a des données au quotidien de ses collaborateurs. Oui. On lui dit ce qui se passe, la cartographie de l'entreprise. Le président de l'institution de la République, on lui fait un point chaque matin. Le chef du village, qui lui fait ce point-là? Est-ce que c'est la même solitude? Est-ce que c'est le même souci? Bon, je pense qu'il y a des différences. Oui, il y a une différence. Il y a une différence, vous avez raison. Il y a une différence, mais en dernier ressort, la prise de décision, il peut se retrouver confronté aux mêmes difficultés qu'un entraîneur ou qu'un président. Voilà. Mais l'accès à l'information n'est pas la même chez toutes ces personnes. Donc, pour ces différentes catégories de personnes-là, quelle est l'approche en fonction aussi de ses compétences, ses capacités? OK. Dans tous les cas, le président de la République, le manager d'entreprise, comme vous l'avez dit, a accès à des informations de première main, qui sont des sources d'éléments qui lui permettent de prendre la décision. L'autre, le chef de village, va prendre plus de temps parce qu'il lui faut être sûr. Mais là, c'est notable aussi. Voilà. Et il faut être sûr que ce que le notable va venir rapporter est conforme. Donc, ça prendra plus de temps. Il y a des enquêtes. Voilà, il y a des enquêtes. Ok, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bon retour chez vous. J'espère que ça a été fructueux du côté des États-Unis avec votre groupe. Vous faites de bonnes choses pour l'avancement des ressources humaines dans notre pays. Bon matin à vous. On espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission autant que nous en avons eu à préparer avec à notre tête la rédactrice en chef, Madame Anne-Zelika Eoura. Réalisation Soro, félicité. Bonne journée et puis on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Amen.